Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Démarré le 30 août dernier, la visite d'État du président de la République en Chine se poursuit. Hormis les rencontres officielles, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé des audiences à plusieurs responsables de banques chinoises. À Agboville, dans la région de la Niébi-Tiassa, s'est tenue la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle. Selon l'OMS, près de 80% d'Africains ont recours à la médecine traditionnelle pour se soigner. Les professionnels du secteur visent donc l'amélioration de la qualité de leurs services. Et puis aujourd'hui, premier samedi du mois de septembre, un samedi qui marque la 19e édition de l'opération Grand Ménage. À Trècheville et à Adjamé, vous le verrez, des volontaires apportent leur contribution à travers des actions de salubrité. Je vous le disais tantôt, démarré le 30 août dernier, la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, en Chine se poursuit. Hormis les rencontres officielles, eh bien, le chef de l'État a accordé des audiences à plusieurs responsables de banques chinoises. On en parle avec Viviane Aïma. Au cours de son séjour à Beijing, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu tour à tour les responsables des banques d'État chinoises. Le président de la Banque de développement de Chine, M. Zheng Ziye, la PDG de Exim Bank de Chine, Mme Yu Xiaolian, le président de la Banque de Chine, Chen Siqing. L'appui financier de la Chine au gouvernement ivoirien et qui lui a permis de doter en moins de 10 ans la Côte d'Ivoire en nombreux équipements, notamment l'alimentation en eau potable pour les zones qui en étaient privées, la construction du barrage hydroélectrique de Soubré, l'extension du port autonome d'Abidjan, la réhabilitation du réseau électrique national, la construction de ponts, la construction de stades, le bitumage de nombreux axes routiers, et s'est traduit sous la forme de financements octroyés par les banques d'État chinoises à la Côte d'Ivoire. Recevant les dirigeants de ces banques d'État au cours de sa visite d'État en Chine, le chef de l'État ivoirien s'est entretenu avec eux du financement de plusieurs nouveaux projets de développement pour son pays. Et au troisième jour de sa visite, le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu hommage aux martyrs de la révolution chinoise, cela à travers le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument des héros du peuple. On retrouve Viviane Aïma. Ce samedi matin, le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse se sont rendus sur une place célèbre de Pékin de par son caractère chargé d'histoire pour rendre hommage à la mémoire des martyrs de la lutte révolutionnaire du peuple chinois. Sur cette place, symbole de l'histoire de la Chine nouvelle, est érigé le mausolée de Mao Zedong, le père de la révolution communiste chinoise. Se dresse également le monument aux héros du peuple, un monument haut de plus de 35 mètres. L'hommage s'est déroulé selon un cérémonial militaire avec l'exécution de l'hymne national de la Côte d'Ivoire et l'hymne national de la Chine, suivi de la marche jusqu'au pied du monument où le président de la République est allé s'incliner et déposer une couronne de fleurs en la mémoire des martyrs de la révolution chinoise. Geste de respect et d'amitié pour le peuple chinois. On poursuit. En image, ici en Côte d'Ivoire, les autorités municipales de Tafieré, dans le département de Niakara, ont doté leur localité d'un hôtel de ville. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux des services de la mairie de cette commune. La cérémonie, notez-le, a eu lieu ce samedi 1er septembre. C'était en présence de nombreux invités, parmi lesquels le président du Sénat. Deuxième visite de Tchagba Laurent à Boaki. Visite qui s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence mis en place pour la résolution définitive du problème d'eau potable dans la région de Béké. Le ministre de l'Hydraulique, Tchagba Laurent, a donc visité la station de traitement de la Loca, ce pour voir de plus près l'évolution des choses. Kwadio Kwame Jean-Daniel de Dieu.
Le ministre de l'Hydraulique à la prise d'eau de la Loka et à la station de traitement. Au terme de la visite, Tiabaloura a rappelé la seconde phase du plan d'urgence mis en place pour une meilleure distribution d'eau à Bouaké. En pompant la Loka, je suis pratiquement à 25 000 m3. Donc il me reste 5 000 m3 à trouver pour que véritablement nous atteignions l'objectif de 30 000 m3. Parallèlement à la stratégie du pompage de la Loka, j'ai mis en place la possibilité de créer 44 forages et je vais mettre en place 2 stations, je dirais, mobiles de traitement d'eau. Avec la saison des pluies, le niveau de l'eau de la Loka est de 2 500 000 m3 à 3 millions de m3. 5 000 m3 à 7 000 m3 d'eau distribuée dans les ménages de 6 h à midi. Pour le ministre de l'Hydraulique, la solution définitive à la crise d'eau viendrait du raccordement de Bouaké au fleuve Bandaba à Béoumé. J'ai proposé qu'un projet soit rapidement exécuté. Ce projet consiste à prendre de l'eau directement à Béoumi pour pouvoir injecter à la Loka pour que nous sécurisons la production de l'eau pour le Béquer sur l'environ 2045. C'est la deuxième visite du ministre Tiabaloura à Bouaké pour montrer que la crise d'eau revêt d'une importance capitale pour le gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, premier samedi du mois de septembre, un samedi qui marque la 19e édition de l'opération Grand Ménage. Il est question d'amener les populations ivoiriennes à assainir leur environnement. Message bien perçu en tout cas par les populations de Treichville et d'Adjamé où des volontaires apportent justement leur contribution, cela à travers des actions de salubrité. Grâce Kando. Adjamé Mirador, précisément au boulevard de Gaulle. Mamadou et ses collègues commerçants sont en plein ravalement des balises de séparation de voies. Nous, les petits commerçants, on a cotisé pour payer le peinture pour faire ça. On a de 6 h à 10 h pour nettoyer, rendre le coin propre pour empêcher les gens de verser les poubelles dans la rue. Un peu plus loin, dans la commune de Treichville, une autre action de propreté, rues et grandes artères passées au peigne fin par une association de jeunes. Nous sommes des jeunes de l'avenue 6, rue 20 barré, rue 19 barré, ainsi de suite. Donc on prend de l'avenue 6, rue 38 à l'avenue 6, rue 12. Tous ces jeunes-là qui se mettent ensemble pour pouvoir balayer. Et puis en fonction de ça, on peut aller au-delà de l'avenue 6. Nous sommes des bénévoles et on arrive à faire avec les mecs moyens qu'on a. Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'opération Grand Ménage, initiée par le gouvernement depuis mars 2017. Ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que les populations s'approprient Grand Ménage, prennent soin de leur propre cadre de vie, de collecter les ordures, de les mettre dans les lieux appropriés, afin que les opérateurs viennent prendre donc ces déchets-là. L'opération Grand Ménage est à sa 19e édition. Elle se tient tous les premiers samedis du mois. L'objectif, donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. On se rend à présent à Agboville, dans la région de la Niébitiassa, où s'est tenue la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle. Selon l'OMS, bien près de 80% d'Africains ont recours à la médecine traditionnelle pour se soigner. Bien, les professionnels du secteur visent l'amélioration justement de la qualité de leurs produits. Didier Nguessan et Issaïou. Les praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire célèbrent la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle à Agboville. Ils ont été exhortés à adopter les bonnes pratiques de fabrication afin de garantir l'innocuité, la sécurité et l'efficacité des produits médicaux. C'est de vérifier si les produits sont conformes à la qualité et conformes aux spécifications que le fabricant a définies. C'est une fois défini qu'on peut passer maintenant au contrôle qualité, c'est-à-dire vérifier que les spécifications de qualité qui ont été définies sont respectées sur tous les lots qui vont être fabriqués. Sur plus de 4500 praticiens de santé officiellement recensés, moins de 10 ont leurs médicaments vendus en pharmacie. Pour augmenter ce ratio,
Désormais, les conditions d'homologation dans les officines sont allégées. En plus des analyses sanitaires, il faudra débourser un minimum de 50 000 francs CFA. Un processus qu'a adopté ce tradit praticien pour moderniser sa chaîne de production. On commence d'abord par les plantes qu'il faut récolter, nettoyer, sécher, trier. Et après cela, on passe à l'état du broyage. Après avoir broyé la plante, on procède à l'extraction avec des solvants spécifiques. Après, il faut séparer les molécules. Donc c'est après cette séparation-là qu'on ajoute les excipients. En 2015, avec la nouvelle loi de pratique de la médecine traditionnelle, nous avons eu l'autorisation du ministère de la Santé pour commercialiser dans le domaine pharmaceutique ces deux produits-là. 8 Africains sur 10 se soignent avec les produits médicaux issus de la pharmacopée traditionnelle, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Le secrétaire d'État en charge du service civique entreprend en ce moment une série de visites dans les services civiques d'action pour le développement. Eh bien, après le centre de Songon, Siaka Ouattara s'est rendu à Mbayakro, puis à Bouaké. Il s'agissait pour lui de s'imprégner des réalités sur le terrain et de mieux comprendre le fonctionnement de ces établissements. Soro Okorona. Intenses travaux de réhabilitation du centre du service civique d'action et pour le développement de Bouaké. Ce centre doit recevoir des jeunes de la région de Bouaké pour une formation civique, citoyenne et qualifiante. Une initiative du gouvernement pour répondre aux problématiques liées aux jeunes. La première phase de formation, c'est pour permettre aux jeunes d'améliorer leur comportement. Sur ce centre, il est envisagé 3 métiers. Il y aura les métiers de distribution, le commerce. Il va y avoir également le métier de la sécurité. Mais il va y avoir également les métiers de la maçonnerie, de l'électricité bâtiment et la cuisine-pâtisserie. Sont concernés les jeunes en situation de vulnérabilité. Le projet d'insertion socio-professionnelle de ces jeunes va s'étendre à tous les centres de services civiques du pays. Pour faire l'état des lieux de ces centres, le secrétaire d'État chargé du service civique s'est rendu à Mbayakro et à Bouaké. Nous sommes venus ce matin pour nous imprégner de l'avancée des travaux des centres de Mbayakro hier et aujourd'hui à Bouaké, pour que ici peu ces centres puissent être ouverts pour permettre à nos jeunes frères de pouvoir bénéficier d'une formation et pouvoir se prendre en compte. À Mbayakro, ça sera sur tout l'étendue de la Côte d'Ivoire que les jeunes seront recrutés. Par contre, ici à Bouaké, c'est seulement dans la région du Béké. À Mbayakro, le secrétaire d'État a échangé avec les populations. Les populations du village de Okukro saluent l'initiative du gouvernement pour la réhabilitation du centre. Siaka Ouattara a traduit la reconnaissance du gouvernement aux partenaires de la Côte d'Ivoire, l'UNICEF, l'Union européenne, l'AFD, Agence française de développement. Gestion foncière rurale. Plusieurs membres des comités villageois viennent de recevoir une formation en la matière. L'initiative du ministère de l'Agriculture et du Développement rural à travers l'Agence foncière rurale, entre autres objectifs, faire la promotion de la paix et lutter contre la pauvreté. Kwadio Kwame, Jean-Daniel Dedieu. 1186 membres des comités villageois de gestion foncière et rurale issus des régions du Hambol, du Kyologo, du Poro et du Béké formés. Cette formation porte sur le contenu de la loi de 1998 relative au domaine du foncier rural et leur rôle dans sa mise en œuvre. Pour faciliter l'exécution de la loi sur le foncier rural sur le terrain, des comités des villageois de gestion foncière rurale qui sont fortement impliqués dans la mise en œuvre de la procédure officielle. Et donc il est important que les animateurs de ces comités villageois eux-mêmes soient suffisamment formés, aient une bonne connaissance du contenu de la loi, de sorte à ce que l'application de la loi au niveau des villages puisse être facilitée. L'objectif global du présent programme est d'appuyer le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la pauvreté et de promotion de la paix, par un soutien direct à la mise en œuvre de la politique foncière ivoirienne.
accroître les capacités financières et opérationnelles du gouvernement pour lui permettre de réaliser son objectif de sécurisation du foncier rural. Assurer la délimitation formelle des villages préalable à la sécurisation foncière des droits coutumiers collectifs ou individuels. Améliorer la gouvernance, notamment le cadre stratégique, institutionnel et juridique du secteur foncier. Renforcer la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire en prévenant les risques de tensions intercommunautaires. Publicité en Côte d'Ivoire, quelle législation? Question au cœur d'un atelier de réflexion, atelier qui a réuni les acteurs du secteur et autres experts les 30 et 31 août dernier. Notez que la régulation du secteur était en toile de fond. Patricia Omouetia. La communication publicitaire au cœur des échanges. Dans la pratique, les fondamentaux du code de déontologie de la publicité en Côte d'Ivoire sont appliqués, mais il règne encore un certain désordre dans la profession dont les causes sont structurelles. La Côte d'Ivoire s'est donc engagée à mettre en place un cadre législatif ambitieux afin de permettre à ce secteur de connaître un meilleur essor. La communication publicitaire a besoin de passer un cap. Jusque-là, nous avions des textes, mais qui sont vieux et qui ne prenaient pas forcément en réalité toutes les exigences du moment. L'autorité même qui gérait ce secteur n'était pas suffisamment outillée par les textes, n'était pas dotée de textes convenables. Donc cet atelier-là est bienvenu pour qu'on réfléchisse sur l'autorité, sur la gestion de la communication publicitaire, sur l'agencement avec les différentes structures qui composent ce secteur. Il s'agit au cours de cette rencontre de définir les enjeux de la régulation publicitaire et des dispositions générales relatives à la communication publicitaire. Les enjeux des agences conseils sur cette loi, c'était effectivement la réglementation sur l'alcool et non l'interdiction. C'était très important parce que pour notre profession, ça représente également des budgets très conséquents et la vie des agences était menacée. Donc on espère que ça aboutira effectivement à une réglementation et non à une interdiction. L'objectif est de permettre aux participants d'échanger, de comprendre et d'enrichir les composantes de l'avant-projet de loi portant un régime juridique de la communication publicitaire, un cadre juridique pour assainir un milieu qui serait profitable à tous. Ce que je souhaite, c'est qu'on réglemente le secteur. C'est que la publicité ne sera pas tout azimut comme nous avons l'habitude de voir. À tous les coins de rue, il y a des panneaux publicitaires devant les maquis et tout ça, il y a devant les écoles et tout ça. Il faut qu'on réglemente un peu. Certes, nous sommes une télévision publique, mais nous avons pour objectif aussi la protection de la jeunesse, l'éducation de la jeunesse. La nouvelle agence de la communication publicitaire, à l'époque, c'était la CCV, ne validait pas certains spots. Mais à notre grande surprise, ces spots se retrouvent sur les chaînes internationales. Donc cette loi doit s'appliquer à tous pour le bonheur de tout le monde. Les contributions et recommandations des travaux de réflexion sur le projet de loi portant un régime juridique de la communication publicitaire ont fait l'objet de présentations et d'échanges en plénière 2 jours durant. Au thème de cet atelier, les dispositions relatives à l'organe de régulation de la communication publicitaire sont définies. Les sanctions relatives au manquement des dispositions légales sont également précisées. Les enseignants des établissements privés, également en quête de qualité, ils ont bénéficié pour ce faire d'une formation. Objectif, mieux aborder la psychologie des écoliers et élèves, mais également maîtriser le remplissage des fiches de cours. C'est ce que nous dit Walter Amadou Ouattara. L'enseignement privé est incontournable dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. Il absorbe 50% des élèves. Ce fort potentiel a nécessité un diagnostic. Conclusion, il faut améliorer la qualité et la pertinence des enseignements. C'est pourquoi des enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, des directeurs d'études et des éducateurs et chefs d'établissement sont outillés à l'exercice de nouvelles techniques de la formation enseignante. C'est la direction de la formation continue et de la pédagogie qui est la cheville ouvrière de cette formation, mettre à profit les enseignements qu'ils ont reçus et de faire en sorte que le comportement qu'ils avaient change pour aujourd'hui avoir un comportement nouveau, pour avoir une nouvelle approche du rôle qu'ils doivent jouer
dans leurs établissements respectifs. Pour les participants, ces sessions de formation viennent à point nommé. Aujourd'hui, avec la formation, nous avons plus des éléments pour pouvoir élaborer nos fiches, pour pouvoir conduire le cours. Nous avons appris beaucoup de choses que nous ignorons. Et je pense qu'avec cette formation, je pourrais diriger aisément l'école que mes patrons m'ont confiée. De 2011 à ce jour, 18 822 auditeurs composés d'enseignants, de directeurs et d'éducateurs des établissements scolaires privés ont pu bénéficier de recyclage. L'enseignement primaire privé en Côte d'Ivoire, c'est 16 957 écoles, environ 4 millions d'élèves et 93 000 enseignants. Handball Impact, une deuxième édition pour impulser le développement dans la région. Cette année, c'est la ville de Niakara-Madougou qui a été choisie pour abriter cette plateforme de promotion des valeurs touristiques et culturelles du handball. Et c'est avec Franck Kouadio qu'on en parle. En route pour Niakara-Madougou nord ivoirien, ces jeunes explorent les plaines et la savane arborée, une vision périphérique à partir du mont Niangbo, richesse naturelle. La deuxième édition de Handball Impact, initiée par le Forum international de Tagbana pour le développement du handball, c'est aussi cela. Il s'agit d'activités socio-culturelles, des dépistages gratuits de diverses pathologies, des dons de médicaments à l'hôpital de Niakara et l'équipement de la cantine scolaire. Coupure de ruban et visite donc des actions menées par les jeunes de la région au-delà de la valorisation identitaire. C'est une contribution au développement local. Il faut qu'on arrive à impulser le développement socio-culturel de ce monde. Il faudrait que nous soyons des acteurs économiques, des acteurs de développement chez nous. Individuellement, chacun apporte sa touche au développement local et ainsi de suite. Quand nous tous nous apportons les différentes touches, vous verrez que la région du handball va prendre un peu plus d'ascension dans le développement local. Un acte citoyen soutenu par autorités administratives et coutumières. Les intervenants ont insisté sur l'union pour le développement de la région. Moment fort, le don d'un dispensaire au village de Nyangoneka, histoire de faciliter à tous l'accès aux soins. La première édition de Handball Impact, notons-le, a eu lieu en 2017 dans la ville de Katiola. Sport, football, le stade d'Abidjan, vainqueur de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny face au Sporting Club de Gagnoa. Le stade s'est imposé 2-1. Sébastien Ognat. Malgré le manque de compétition pour des raisons internes, le stade d'Abidjan a été très efficace devant le Sporting Club de Gagnoa. Cependant, la seule occasion nette de but à retenir en première mi-temps est à l'actif du Sporting Club de Gagnoa. Il a fallu l'intervention du portier du stade, Oupo Maxime, 0-0 à la pause. Seconde période, on joue la 61e minute. Coup franc pour Seri Dogo, c'est la barre transversale qui sauve le stade d'Abidjan. 68e minute, la pression est plus forte et sur ce centre bien travaillé de Mohamed Silla, c'est Ibrahim Zerbo qui, de la tête, ouvre le score pour le Sporting Club. Mais une joie de courte durée car, à la 73e minute, sur une belle initiative, Zambi Roland égalise pour le stade d'Abidjan. Les données changent et à la 88e minute, cette fois, sur un corner, c'est le stade d'Abidjan qui marque son deuxième but, signé Soumaïla Bakayoko, et qui s'offre la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Favori de la présidentielle au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a été célébré ici à Abidjan par la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu dans la commune de Atekoubé. C'était en présence de notre reporter Sidonie Davila. Ils ont chanté et dansé pour célébrer la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, leur président. Les militants et sympathisants de son parti, ici à Abidjan, se sont réunis dans la commune d'Atekoubé pour manifester leur joie.
Je suis très contente, heureuse, parce qu'on a travaillé pour notre président et les résultats ont donné. On est très heureux d'avoir réélu le président de la République compte tenu de ses efforts qu'il a fait comme développement au Mali. La communauté malienne est en liesse. L'ambassadeur que je suis est un ambassadeur très heureux, très comblé. Le camarade de l'âge, Ibrahim Boubacar Keïta, réélu avec une victoire très large, donc amplement et proprement réélu. Au cours de cette cérémonie, la communauté a souhaité l'instauration de la stabilité et la sécurité du Mali. Cette victoire est une victoire méritée et nous demandons à tous les Maliens de se donner la main pour construire ce pays. Ça ne sert à rien pour nous Maliens de nous battre à côté d'une mère malade. Aux côtés de ce peuple frère, les élus de la communauté d'Atekoubé saluent cette victoire du président malien. Cette célébration, selon les Maliens, est un avant-goût de celle qui se tiendra le 4 septembre prochain, jour de l'investiture d'Ibeka, où les Maliens vivant en Côte d'Ivoire entendent effectuer en grand nombre le déplacement. On poursuit en image avec cette information. Au Nigeria, 30 soldats ont été tués cette fin de semaine par le groupe djihadiste Boko Haram dans l'attaque d'une base militaire dans le nord-est du pays. Les combats avec les terroristes de Boko Haram ont eu lieu à Zari, près de la frontière avec le Niger. Et on parle de la Libye pour terminer. Le ministère libyen de l'Intérieur a annoncé ce samedi la réouverture du principal poste frontière avec la Tunisie. Ce poste est resté fermé pendant plus d'1 mois et demi du côté libyen. Sa réouverture a aussitôt été perturbée par des manifestants, plus de 200 manifestants qui ont bloqué donc les routes et qui exigent que les autorités libyennes négocient avec eux les conditions de la réouverture et non pas avec le gouvernement tunisien. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.